Bonjour, dans cet épisode des Portes qui claquent, je reçois Sophie Malpin qui va, à travers son expérience professionnelle auprès des adolescents, nous parler de parentalité, de coaching parental et d'éducation. Bonjour Sophie. Bonjour Vanessa, merci de m'accueillir. C'est moi qui suis ravie. Je suis déjà toute excitée à l'idée d'entendre tout ce que tu vas nous partager parce que je sais à quel point, à la fois dans ce que tu es, dans ce que tu as choisi comme orientation pro, tu es vraiment ce qu'on appelle une pépite. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu, nous dire voilà, d'où tu viens, peut-être plus au niveau professionnel d'ailleurs, mais voilà, on va, j'espère, rencontrer un peu toutes tes facettes. Ouais, avec plaisir. Écoute Vanessa, pour commencer, moi, j'ai débuté ma carrière comme animatrice. Donc animatrice dans des services jeunesse et notamment sur des projets innovants de remobilisation scolaire. Donc là, on était en 96, 98. Ça a été le début de mon parcours dans le milieu éducatif, puisque j'ai toujours su, en fait, depuis jeune ado, que je voulais être éducatrice spécialisée et m'occuper des adolescents. D'accord. Donc j'ai commencé dans l'animation. Ensuite, j'ai vadrouillé un peu dans le milieu associatif, notamment dans des associations d'éducation populaire, là sur de la coordination d'actions de solidarité dans les quartiers un peu sensibles de l'Île-de-France, notamment en Essonne et dans le 77. En banlieue. En banlieue, comme principalement. On dit, hein. Oui, c'est ça, en banlieue parisienne. Et ensuite, j'ai repris la direction de l'éducation spécialisée dans l'idée d'aller vraiment dans des structures de travail social et notamment en protection de l'enfance. Où j'ai travaillé pendant 10 ans et où je me suis formée. J'ai passé mon diplôme donc à l'âge de 30 ans d'éducation spécialisée. Et suite à ça, j'ai souhaité plutôt m'orienter sur des postes d'encadrement. Donc d'abord, j'ai fait une formation dans l'économie sociale et solidaire, qui est en fait un master équivalent du fameux diplôme Café Ruiz dans le travail social. Et ensuite, j'ai pris des fonctions de direction, donc d'abord sur un projet innovant porté par une collectivité qui souhaitait développer un projet de soutien à la parentalité de avant la naissance jusqu'à l'âge d'être grands-parents. Et l'idée, c'était de construire des actions qui avait du sens en termes de prévention, notamment au niveau de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence, avec des actions en direction des parents, type conférence, café des parents. Mais par exemple, ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce qu'on a comme difficulté, comme situation pour faire appel à ce genre de personnes? Alors là, en l'occurrence, c'était des familles du territoire qui rencontraient du questionnement avec l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, avec une difficulté rencontrée au niveau comportement à l'école ou une difficulté scolaire. Et c'était une structure, puisqu'elle a fermé depuis, qui permettait d'accueillir ces familles avec les questions et de mettre à disposition une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y avait infirmières, auxiliaires de puère, éducateurs de jeunes enfants, psychologues. Et donc, l'idée, en fonction du besoin de la famille, on faisait une orientation, soit vers un professionnel, soit vers une action de la structure. Voilà. Et ensuite, j'ai repris des fonctions de chef de service en association de prévention spécialisée jusqu'en 2021. Et depuis 2021, je me suis installée donc à mon compte sur plusieurs axes. L'idée étant d'accompagner le milieu de l'éducation sur le volet formation et accompagnement des équipes, mais aussi tout ce qui est accompagnement de jeunes et de familles qui rencontrent des difficultés ou des challenges à relever. Et par exemple, les gens viennent te voir si... Alors, les gens viennent me voir s'ils rencontrent une difficulté, par exemple, de comportement avec leur enfant à la maison, ou s'ils rencontrent une difficulté dans le maintien de la communication avec leurs ados, ou encore s'ils rencontrent un problème de comportement à l'école avec un enfant plus jeune. Les difficultés sont souvent liées au lien et à la communication qui peut être parfois difficile entre parents et enfants ou entre parents et institutions qui accompagnent les enfants, donc notamment l'école pour ce qui concerne les familles. Et donc, quelque part, toi, tu vas être sollicité pour
remettre du lien, permettre de la communication entre un jeune et sa famille, entre la famille et l'école, entre l'école et le jeune aussi? Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Donc, l'idée du coaching, en tout cas parental et familial, c'est vraiment d'accueillir la famille et de pouvoir, à travers une écoute bienveillante et active, Mmh. donc du questionnement Mmh. aussi, les aider à bien identifier quel est le besoin que la famille a actuellement et de s'appuyer Mmh. vraiment sur le moment présent pour élaborer en fait des stratégies à la fois innovantes mais aussi très concrètes Mmh. de soutien et d'accompagnement. Donc ça peut prendre la forme d'entretien de soutien D'accord. des parents sur une thématique. J'ai eu récemment un coaching avec un jeune couple qui accueille son premier bébé. Waouh! Donc moi, je suis formée à la parentalité pour tous. Donc l'idée, c'était d'accompagner ce couple-là. Qu'est-ce qui peut changer? Quelles sont les appréhensions que eux-mêmes rencontrent par rapport à leur histoire d'amour, mais aussi par rapport à l'accueil de ce nouvel individu au sein de la famille qui va bousculer les repères et parfois déstabiliser le couple. Donc c'est un petit peu en prévention finalement. Tu peux Alors, intervenir en amont. tout à fait. En fait, Ouais. j'interviens principalement en prévention, y D'accord. compris sur les accompagnements et les formations d'équipe. Mmh. L'idée, c'est plus on va soutenir la famille finalement sur un peu des règles de base, c'est-à-dire la communication, la gestion de nos propres émotions en famille, plus finalement on va prévenir des comportements qui Mmh. peuvent devenir compliqués, soit parce que avec l'entrée à l'école, on sait qu'on va venir cumuler de la difficulté au niveau académique, Mmh. soit effectivement parce qu'on va rentrer dans des périodes peut-être un peu plus conflictuelles, comme la période de l'adolescence, Mmh. ou voire même le départ des grands-enfants de la maison, ce qui Mmh. peut à chaque fois déstabiliser finalement les fondations de Mmh. la famille. Et l'idée du coaching, c'est véritablement d'être un soutien très temporaire, hein, puisque le coaching parental et familial, c'est donner, accompagner, donner des outils qui peuvent Mmh. correspondre aux besoins pour que les parents finalement développent leurs compétences parentales, celles qu'ils ont en eux qui n'ont pas forcément pu se développer. Mais tu parles de quoi par exemple là? Qu'est-ce que c'est une compétence Alors, une parentale? compétence parentale, ça peut être simplement la capacité à développer son écoute bienveillante et non jugeante Mmh. avec ses enfants. On rencontre, enfin, je Mmh. rencontre souvent des Mmh. parents qui arrivent et qui sont pris un peu dans leurs croyances de à 16 ans, si mon enfant il n'a pas trouvé sa voie, s'il n'a pas des bons résultats scolaires, c'est fini, toute Mmh. sa vie est en jeu. Donc, l'idée, c'est de venir apporter des clés de compréhension un petit peu différentes aux parents pour démontrer que à 16 ans, il est encore temps de creuser et qu'il y Ouais. a plein de manières en tant que parent d'accompagner son enfant pour développer sa vision de ses rêves, de son métier, de ce qu'il a envie de faire Ouais. tout au long de sa vie. Voilà, Ouais. c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Sur la communication, un élément qui peut revenir souvent dans Oui. l'accompagnement des familles, c'est Mmh. des parents qui évoquent la difficulté des ados de parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils Mmh. ressentent. Bien généralement, quand je Souvent, demande ils se aux retrouvent avec un gamin qui parle pas, qui parle plus. c'est ça. Mais C'est ça. souvent, quand on questionne les postures parentales, le parent pose 3 questions. Le jeune n'a pas le temps d'y répondre, que on a déjà une contre-réponse à apporter. Finalement, ce que ça provoque souvent chez les jeunes, c'est une fermeture. Bah, Mmh. finalement, tu me poses des questions, mais tu t'intéresses pas vraiment à mes réponses. Ouais. Donc, on va travailler sur des petites clés qui permettent aux parents d'appréhender la notion de communication un peu différemment, en mettant de côté peut-être leurs propres croyances pour Mmh. laisser la possibilité à l'enfant d'exprimer ce qui se passe pour lui. Mmh. Comment il va dans le questionnement, que ça soit scolaire, d'orientation, de motivation, ou bien de difficultés liées à des addictions ou des comportements qui pourraient être plutôt non adaptés, en tout cas à l'école ou aux différents milieux dans lesquels évolue le jeune. Au fond, ce que tu dis, c'est, on a parfois besoin d'être accompagné à mieux écouter, mieux entendre, créer des espaces d'écoute et finalement tout ça, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'il y a des Oui. techniques pour ça C'est ça, et c'est oui. un peu ce que tu vas venir offrir. C'est ça. Moi, j'ai
observé dans toutes mes missions professionnelles, mais aussi personnellement, qu'on attend des parents d'être parents, comme si c'était naturel de devenir papa, maman. Finalement, non, il n'y a rien de naturel et tout s'apprend. Et souvent, on a des familles qui n'ont pas eu la possibilité ou qui n'ont pas rencontré sur leur chemin de vie des personnes, des professionnels qui ont pu amener peut-être des nuances, des outils de développement de la famille et des postures. Et c'est vrai que dans l'accompagnement que je propose, finalement, les parents sont experts de leur propre situation. Moi, j'apporte une expertise qui est complémentaire à la leur. Et à travers ça, ça va permettre de concrètement outiller, solutionner. En fait, puisque le coaching que moi je propose, c'est vraiment orienté solution. L'idée, c'est que après la séance, concrètement, les parents, la famille ont des outils à expérimenter, voire même des activités à faire en famille ou en binôme, puisqu'on sait que dans les familles, on a aussi des binômes qui se constituent entre parents et enfants ou entre enfants, et que c'est intéressant d'être vraiment sur des éléments pragmatiques pour que la famille puisse très rapidement voir ce qui peut fonctionner, ce qui peut lui convenir, ou au contraire, des choses qui sont expérimentées, qui n'impactent pas tellement au niveau de leurs besoins et de leurs difficultés. C'est-à-dire que tu parles de jeux de société, tu parles de la vaisselle, de ranger sa chambre, de choses comme ça, ou tu parles d'autre chose? Alors, et ça, c'est tous les outils du quotidien. Évidemment, dans le coaching parental et familial, ça va avoir toute sa place, de pouvoir en fait diagnostiquer un petit peu comment les parents appréhendent là la question, par exemple, des tâches ménagères, qui peut parfois amener beaucoup de conflits, notamment à l'adolescence. Absolument. Voilà. Alors, ça va être de pouvoir faire un peu un état des lieux avec eux, des différents outils qu'ils utilisent. Aussi, quand il y a plusieurs enfants, ça va être de pouvoir observer quand est-ce qu'on a suffisamment de temps en individuel avec chacun des enfants pour partager, vivre des choses de façon plus singulière avec nos enfants. Mais ça peut être aussi d'autres types d'outils. Moi, je travaille beaucoup avec des outils de pleine conscience. Donc, ça peut être très utile, notamment à l'adolescence, pour travailler sur la gestion des émotions ou gestion de colère, que ce soit au niveau des enfants ou au niveau des parents, puisqu'on sait que les émotions, on travaille beaucoup en miroir entre enfants et parents. Ça se transmet comme ça un peu. C'est ça. Est-ce que tu pourrais peut-être préciser ce que c'est des outils de pleine conscience? Parce que j'imagine que tout le monde ne sait pas exactement. Oui, tout à fait. Alors, les outils de pleine conscience, l'idée, c'est de mettre de la lumière sur nos zones un petit peu plus sombres. Et donc, du coup, on va travailler avec, par exemple, de la méditation, on va travailler avec des exercices de respiration qui permettent, en fait, de libérer une certaine énergie émotionnelle désagréable pour pouvoir, finalement, libérer et ensuite être davantage objectif sur les situations. Donc ça, c'est des exemples. Mais je peux travailler avec les enfants, ce qui marche très bien pour les enfants un peu hyperactifs ou en tout cas qui ont des difficultés à s'apaiser, notamment en classe. On va pouvoir travailler avec un outil qui s'appelle le mandala, donc soit en attention, soit en concentration. Et ça fonctionne très bien avec les enfants en bas âge, par exemple. Après, il existe plein d'autres techniques qu'on peut être amené à utiliser en fonction vraiment des besoins. L'idée, pour moi, c'est toujours de tisser mes accompagnements sur mesure pour les familles, pour que ça réponde véritablement à ce dont ils ont besoin. Tout à fait, et aux objectifs qu'on travaille ensemble. Donc finalement, tu vas rencontrer une famille qui va t'exposer ses difficultés. Avec eux, tu fais une forme de diagnostic et tu leur proposes un mode de résolution orienté solution finalement sur ce qui a été proposé. C'est ça, tout à fait. J'ai entendu que tu parlais de... On va travailler au temps présent. Ça a l'air d'être important, ça. Hein? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, je ne suis pas psychologue ou psychiatre. Je suis coach, éducatrice spécialisée, formatrice, consultante en projet éducatif. Et de mon point de vue, l'idée, c'est de toujours partir, en fait, d'un diagnostic de besoin pour ensuite fixer des objectifs très précis. Et le lien avec « je ne suis pas psychologue », c'est qu'on ne va pas tant aller chercher le pourquoi on en est arrivé là que le comment on peut faire différemment aujourd'hui.
Alors, il y a sûrement des raisons qui font que la famille, le jeune ou l'enfant en est arrivé là. Mais l'idée, c'est de partir de ce qui est désagréable au moment présent et de vers quoi on veut aller. Donc, on va partir sur qu'est-ce qui se passe maintenant tout de suite. Alors, évidemment, dans les premiers échanges, il y aura forcément des éléments de pourquoi qui seront amenés par la famille elle-même de façon naturelle. Mais après, l'idée, ça va être de guider la famille sur comment on peut modifier. Qu'est-ce que vous pourriez faire de différent pour atteindre cet objectif, soit de mieux-être, soit de communication bienveillante en famille, soit de résolution de conflits entre frères et sœurs, etc. Donc, on part vraiment de ce qui se passe aujourd'hui, au moment présent, et on va aller travailler principalement sur la gestion de nos émotions, celles qui sont désagréables, pour construire en fait des solutions qui sont adaptées aux objectifs et aux besoins, encore une fois. Je trouve que c'est vraiment chouette ce que tu décris parce que ça, quelque part, c'est au fond, on peut, là où on en est, on peut faire appel à quelqu'un d'extérieur à la famille et peut-être apprendre à faire différemment. Et quand on ne sait pas, on peut apprendre. Et quand on ne sait plus comment faire, on peut apprendre. Et comment des situations dont on ne voit plus les possibilités peuvent être à nouveau éclairées par une demande d'aide. Au fond, il faut que dans la famille, on considère que là, on est arrivé à un seuil et qu'on est en train de donner une nouvelle manière de faire. En tout cas, de tirer une sonnette d'alarme en disant on ne sait pas comment faire ça. Et ça, toi, tu réponds avec des outils, avec un diagnostic, avec une certaine écoute. Et c'est ça que tu vas transmettre, cette capacité à faire autrement, peut-être à mieux préciser quelles sont les attentes et peut-être même à construire des besoins, y répondre, mais plutôt construire des objectifs. Parce que je crois que c'est pas donné, ça. Ça aussi, ça s'apprend. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que je mets souvent en avant le travail que j'ai fait en gestion de projet, en management d'équipe, parce que finalement, on travaille beaucoup sur des objectifs qu'on appelle SMART, c'est-à-dire des objectifs qui sont spécifiques, mesurables et réalistes dans le temps. Et donc, la gestion de projet, c'est une bonne façon, finalement, de diagnostiquer le besoin, et de se fixer des objectifs qui sont cohérents avec les possibilités actuelles. Et tu sais, Vanessa, ça rejoint un petit peu l'idée de dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parfois, on a des parents qui disent, avec des enfants qui ont 12-13 ans, pour qui les problèmes de comportement se cumulent aux problèmes de résultats scolaires, aux problèmes de peut-être parfois d'addiction. Et j'ai souvent des parents qui se sentent totalement démunis et qui ont le sentiment que tout est joué. Et donc là, vraiment, mon expérience, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, en fait, démontre que jamais rien n'est joué, qu'il est toujours temps, en fait, de lever le doigt et de dire il y a quelque chose que j'arrive pas à faire seule. Qui a la compétence, les qualités humaines pour m'accompagner à mieux comprendre ce qui se joue là et comment on peut faire pour relever le défi et rebondir. Et heureusement qu'on a de plus en plus de familles qui aujourd'hui se disent tiens, face à cette difficulté, je peux peut-être solliciter un éducateur spécialisé en libéral, un coach ou un thérapeute qui va m'aider très temporairement, voilà, pendant 5-6 séances, voire parfois moins. Et du coup, ça donne un coup de boost pour repartir avec des nouvelles idées. Voilà. Et j'aimais bien quand tu disais... moi, je suis beaucoup sur s'ouvrir à la vision. L'idée aussi, quand on est face à une difficulté avec laquelle on a essayé pas mal de choses et finalement on n'y arrive pas, c'est de se dire qu'on a parfois besoin d'être aidé dans notre changement de lunettes et qu'il n'y a pas une seule manière d'observer sa difficulté et que parfois on a besoin d'aller chercher des lunettes qui nous font voir les choses d'une autre façon, d'une autre place. Et parfois, simplement ça aide les parents à trouver eux-mêmes, en fait, les solutions à leurs propres problématiques. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, permettre qu'il y ait un changement de perception, c'est aussi redonner le pouvoir aux parents,
à l'adolescent aussi, de trouver ses propres ressources et de les activer. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment une des clés fondamentales, c'est de savoir qu'on possède chacun des capacités, des ressources pour faire face, mais on va peut-être avoir besoin de quelqu'un pour nous aider à mettre le doigt dessus, à les dépoussiérer, peut-être à les activer aussi en ayant confiance. C'est ça. En ayant confiance que ça peut fonctionner. Et ce que j'aime beaucoup là dans ce que tu nous partages, c'est combien, à la fois dans ton expérience et puis dans ta conscience de cet accompagnement, ça marche. Oui, tout à fait. Et vite, en fait. Hein. Oui, très rapidement. Alors, ça rejoint la notion du potentiel. Moi, je crois qu'en chacun de nous réside le potentiel pour solutionner et surmonter de façon agréable et positive nos challenges. Du coup, depuis plus de 10 ans, je travaille sur la question de la présomption de compétences. La présomption de compétences. Oui, tout à fait, qui nous vient. En ça, fait, j'adore. C'est un terme québécois, puisque je collabore avec une association québécoise depuis 2014. Et l'idée de la présomption de compétences, c'est présupposer que chacun dispose à l'intérieur de lui des ressources, des capacités, du potentiel nécessaire pour se réaliser dans son existence. Mais que pour pouvoir aller toucher ce potentiel, on a parfois besoin de guides. Voilà. Et donc, ça rejoint l'importance des rencontres qu'on fait dans la vie. Un guide, ça peut être un enseignant qu'on rencontre et qui un jour voit en nous le potentiel qu'aucun autre n'avait pu voir. C'est un parent qui va valoriser chaque petit millimètre que l'enfant ou que lui-même réalise dans les progrès face à la difficulté. Et donc, en présomption de compétences, on a un certain nombre d'outils qui permettent finalement d'aider et de développer ce potentiel qui est parfois bloqué pour des raisons X ou Y. Bien sûr. Et l'idée, c'est de se dire qu'on a toute la vie pour faire fleurir ce potentiel qui réside dans chaque être humain. Moi, j'aime bien ce que tu décris. C'est vraiment cette idée que les rencontres aussi favorisent la possibilité de se rencontrer soi-même. Oui. C'est-à-dire qu'à travers le regard de l'autre, qu'est-ce qu'il voit de moi, qu'est-ce qu'il envisage quand il me regarde, quelle est cette graine à laquelle il lui a accès et moi pas encore. C'est ça. Je peux me connecter. Non, c'est passionnant. Moi, du coup, ce qui me vient, ce que j'aurais peut-être envie que tu nous racontes pour nos auditeurs là, de ce podcast, c'est toi, qu'est-ce qui te donne envie de travailler avec les ados? Comment ça s'est passé ton adolescence? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans tout ce qui est possible, c'est de ce côté-là que tu vas? Alors, j'ai une histoire de vie particulière qui m'a amenée très rapidement à dire c'est les ados. Une histoire avec de la maltraitance. Voilà, beaucoup de violence à la maison et de l'alcoolisme. J'ai perdu mon papa très tôt, j'avais 14 ans. Et en fait, dans toute cette difficulté, me semble-t-il, j'étais très jeune déjà clairvoyante, assez lucide finalement sur ce qui était autorisé, pas autorisé, ce qui était normal et ce qui ne l'était pas. Donc du coup, ça a été pour moi un peu un challenge, c'est-à-dire que mon adolescence, j'ai dû, puisqu'une maman en grande difficulté à cette époque-là, prendre un peu le relais sur certains éléments. Donc j'étais une ado parentalisée. Et puis à l'école c'était difficile pour moi, je trouvais assez peu de sens, notamment au collège, parce que je trouvais assez peu d'écoute, notamment des adultes qui pensaient tout savoir, tout connaître, et la place de l'humanité, du cœur à ce moment-là, c'était pas très présent. Et donc ça s'est posé en moi un peu comme une évidence de dire on ne m'écoute pas, on ne m'entend pas. T'as grandi de quel côté, toi? Alors moi j'étais plutôt côté Seine-et-Marne, 91 et 77. D'accord, donc en Île-de-France. En Île-de-France également, ouais. Et donc du coup j'ai eu envie en fait d'aller offrir entre guillemets cet amour et cette écoute qu'on m'avait pas offert à moi, en me disant c'est tellement important que les ados dans toutes leurs difficultés, leurs questionnements, leurs changements puissent trouver en fait
fait des professionnels et des personnes en capacité de se poser de manière bienveillante et non jugeante à côté d'eux pour entendre, écouter et les aider à solutionner et à trouver les ressources en eux. C'est-à-dire qu'au fond, tu me dis, bah, tiens, moi, dans mon adolescence, je n'ai pas eu ça. Et, et c'est ce que j'ai envie d'offrir. Oui, c'est ça qui m'a manqué et c'est ce que j'ai envie d'offrir. Oui, complètement. Mais comment tu l'as obtenu alors, si t'en as manqué? Comment tu pensais l'offrir? Alors, écoute, pour moi, c'était assez naturel d'écouter déjà. Hein. Alors, peut-être que c'était le mode survie que j'ai mis en place quand j'étais justement enfant et ado. Comme personne ne s'écoutait à la maison, qu'il y avait beaucoup de violence, il me semble que j'ai développé assez naturellement une capacité à me dire c'est très important d'écouter. Mais alors, pas que écouter avec les oreilles. Je pense que j'écoutais avec tous mes sens. Voilà, et donc, c'est pour ça que je parle de clairvoyance, mais aussi peut-être clairsentience. Il y a des choses que je sentais. C'était en moi quand quelqu'un arrivait chez moi avec des grandes phrases, des grands mots en disant « moi, je suis adulte, donc tu peux avoir confiance ». Il y avait quelque chose qui se posait de façon assez générale en moi, dire bon, les quelques éléments que j'ai me font dire que non, je ne peux pas faire confiance à cette personne. Et toi, tu avais suffisamment confiance en toi pour croire ça de toi. Oui. C'est magnifique. Il y avait quelque chose qui était posé très tôt en moi et du coup qui faisait que j'avais confiance en ce que je ressentais. Mais d'ailleurs, ce que tu percevais, ce que tu pouvais vérifier. Oui, c'est-à-dire que les ados sont comme ça. Hein. Ça, c'est souvent un travail que je fais avec les parents. C'est-à-dire les ados sont très émotionnels. Donc ils captent en fait au niveau de leur sens et de leurs émotions tout un tas d'éléments, notamment l'incohérence de certains adultes qui prônent des comportements mais qui ne les incarnent pas eux-mêmes. Ils sont capables. Voilà. Donc en effet, moi j'étais très connectée en fait au moment de l'adolescence, qui a fait que de manière très fluide mon parcours s'est déroulé vraiment dans le sens que j'imaginais. Et donc c'est avec cette sensibilité que tu as eue, tu as pu finalement aller chercher ici et là, et si j'entends bien, c'est plutôt en toi que tu as retrouvé des ressources. Oui, oui, ça rejoint ce que tu disais juste avant. Du coup, j'ai découvert que pour pouvoir aider les autres, que pour pouvoir les aimer, que pour pouvoir les écouter, les guider, il fallait déjà être au clair avec soi. Donc, tout ce parcours professionnel, il s'est fait en lien avec un parcours en développement personnel très important, puisque effectivement, venant d'une famille où la violence était une stratégie éducative, du coup, j'ai dû apprendre à faire autrement moi-même. J'étais convaincue qu'il y avait d'autres manières de faire, mais en effet, on ne m'avait pas montré. Donc, ça a été beaucoup de travail personnel, de formation dans le domaine du développement personnel, mais pas que, qui m'ont permis d'aller vérifier finalement un petit peu ce que je m'étais imaginé et d'aller consolider en moi des postures nouvelles qui favorisent la bienveillance, la communication et qui parlent de mieux me connaître moi-même, de mieux appréhender mes propres émotions, d'avoir compris qu'est-ce qui me limitait, et puis de m'être autorisée à découvrir ma propre lumière, mon propre potentiel. Quand je t'écoute, je ressens toute l'importance effectivement de conscientiser à quel point le corps émotionnel se met en action au moment de l'adolescence et combien il peut être débordé, qu'on puisse être dans une sensation de submersion parce qu'on perçoit à la fois ses propres émotions, mais également les émotions extérieures. Et ce que tu décris finalement comme parcours d'appropriation, peut-être même de singularité, de comment toi tu deviens qui tu es dans un environnement qui est ce qu'il est. C'est-à-dire que tu te sens, tu sens les autres, et dans toute cette profusion d'éléments, il faut trouver son chemin, quoi. C'est ça. Il faut trouver son chemin. Et c'est pas toujours facile. Et ce qui me tient à cœur, justement, par rapport à ce que tu dis, c'est d'accompagner aussi les professionnels qui accompagnent ces familles, ces élèves ou ces jeunes à prendre la mesure de l'importance de leurs propres émotions et de leur propre capacité à gérer leur aspect émotionnel vis-à-vis de publics qui, justement,
eux, ont besoin d'être accompagnés là-dessus. Aujourd'hui, pour moi, la majorité des problématiques de la jeunesse sont issues d'un manque de développement de leurs propres habilités sociales. Ce que nous, on appelle en France les compétences psychosociales. Et à partir du moment où tu as développer des compétences psychosociales en gestion d'émotions, en connaissance de soi, en gestion de conflits, en communication, il est déjà plus facile de nommer ce qui se passe pour nous, les questionnements qu'on peut avoir vis-à-vis de la société ou les attentes que nos parents ont et qui sont peut-être en décalage avec les propres rêves et espoirs que nous on a en tant que jeunes. Donc oui, à l'adolescence, j'ai l'impression en plus que c'est vraiment une période où l'ado vient finalement renvoyer aussi aux adultes, parents, éducateurs au sens large, le propre parcours qu'ils n'ont pas encore fait sur eux-mêmes. Et donc, c'est parfois ça qui rend aussi très compliqué la gestion des groupes au moment de l'adolescence. Moi, je travaille beaucoup dans les collèges. On voit aujourd'hui que ce qui est le plus compliqué, c'est la gestion des comportements, des conflits et les ambiances de classe. Où bien souvent, les adolescents disent on attend de nous des choses, mais donnez-nous la possibilité aussi de nous exprimer sur ce qui est compliqué, sur comment nous on perçoit les choses. Voilà, et on a tendance aussi à imposer en fait des systèmes à nos jeunes qui correspondent pas à leurs besoins du moment. Et c'est pour ça que le moment présent, pour moi, est essentiel. Génial. Et est-ce que j'ai envie de te questionner peut-être un peu plus même sur ta pratique. Est-ce que tu as comme ça une anecdote, une famille, un jeune dont tu aurais envie de nous parler? Alors moi, j'ai une anecdote que j'utilise souvent et qui va parler peut-être à beaucoup de parents, c'est la gestion des téléphones portables. Donc, voilà, qui est un grand sujet qui nous amène à la notion de communication, de partage en famille, mais aussi de réseaux sociaux, d'harcèlement. Donc, il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent au niveau de l'enfance et de la jeunesse qui passent par la gestion des téléphones. La petite anecdote, c'est un jour un couple de parents qui m'interpelle sur on a un vrai problème de communication à la maison, c'est compliqué, on n'arrive plus à se parler sans crier, 3 enfants dont 2 ados, un très jeune 12 ans, l'autre 15 ans et puis une petite de 7-8 ans. Et donc, alors lors du premier entretien, où pour moi l'idée c'est de faire le point avec la famille et de poser un certain nombre de questions qui permettent d'investiguer un peu sur la demande, je m'aperçois que le problème que les parents viennent poser de la gestion des téléphones portables, ça commence déjà par eux. Et ils m'expliquent un peu le déroulement des journées, puis finalement, dans le premier entretien, ils trouvent la solution, c'est-à-dire qu'ils attendaient que les enfants écoutent, de poser le téléphone quand on vient manger, de le laisser dans le panier à 22h avant d'aller se coucher. Puis finalement, c'était très compliqué pour les enfants de respecter les règles mises en place par le couple. Dans l'entretien, ils s'aperçoivent que finalement, ce qu'ils attendent de leurs enfants, ils ne sont pas capables de le faire à leur niveau. C'est-à-dire, à table, papa, comme il est cadre, il est d'astreinte, il répond au téléphone. Et donc, finalement, dans cet entretien de soutien, finalement, ils ont débloqué la situation. On a eu 2 séances d'accompagnement. Celle-ci, qui leur a permis de prendre conscience que finalement, ce qu'ils imposaient à leurs enfants, ils n'étaient pas capables, en fait, de l'imposer à eux. Et alors, on peut comprendre quand on est jeune que parfois, il y a des situations où on est obligé. Mais là, ce que la famille se rend compte, c'est que tous les soirs, au moment du repas, il y a le portable et que finalement, la disponibilité des parents n'est pas là. Donc finalement, la seule possibilité des enfants, c'est de suivre le modèle. Voilà. Et la deuxième séance, où ils ont pu, entre la première et la deuxième, expérimenter déjà de ranger leur propre portable et de remettre le cadre en disant qu'ils avaient eux-mêmes pris conscience de leur erreur et qu'à partir de ce jour, ils allaient déposer aussi le portable dans la fameuse... Alors, ils avaient une mallette à côté de la salle à manger.
Et ils se sont rendus compte que ça avait résolu une grosse partie de leurs problèmes. Voilà. Et pour moi, c'est ça l'accompagnement des familles. C'est parfois simplement dans l'écoute et le questionnement, on va permettre à la famille de mettre en évidence que la solution, elle est dans le problème. Voilà. Et donc ça, c'est quand même pour moi j'aime bien raconter cette expérience parce qu'elle est assez significative en fait de ce que j'envisage dans l'approche. Oui. Et moi, ce qui me vient là quand j'entends ça, c'est que finalement, c'est la qualité des questions qui fait la différence. Oui. Hein? Oui. On va pas mentir. Moi, c'est la qualité des questions. C'est ça. J'aurais envie de dire que pour moi, un coach, c'est deux choses. La qualité de l'écoute et la qualité du questionnement. Et finalement, déjà, rien qu'avec ça, on a pour moi les outils du coach, mais aussi de l'éducateur spécialisé qui intervient en libéral. Alors, pour finir, j'ai envie de te... Alors, pourquoi je dis pour finir? Parce que je sens que je vais te réinviter. Tout ce qui me vient, c'est que cette approche-là, quand j'entends finalement la manière pragmatique, puis assez claire, avec laquelle tu abordes la notion de téléphone portable, il me vient l'envie d'écouter parler des écrans, d'écouter parler de sexualité, d'écouter parler de séparation, de divorce et de maisons séparées. Alors tout ça, ça me vient et je me dis que pour une première rencontre, c'est déjà très prometteur. J'ai envie de te demander un truc un peu plus personnel. Comment ça se passe à ton adolescence, durant ton adolescence? Quel est le texte? Quelle est la chanson? Quel est l'artiste qui te... avec qui ça résonne suffisamment? Peut-être il y en a peu sûr d'ailleurs, mais qui va venir comme ça être une rencontre. Alors, il y a deux chansons, parce que j'ai réfléchi à ça. Donc, il y a une chanson de NTM qui est « Laisse pas traîner ton fils ». Voilà, j'ai beaucoup aimé parce que ça, justement, ça me faisait penser à toutes ces difficultés qu'on pouvait rencontrer avec des ados ou en famille avec des parents. Donc, elle m'a beaucoup inspirée, justement, dans le volet soutenir, accompagner. Et la deuxième, c'est Ayam, mais voilà, c'est Petit Frère. Voilà. Donc, on est un peu dans l'idée de, Petit Frère, il grandit trop vite et il va dans des zones un peu turbulentes pour lui, qui vont lui permettre aussi, peut-être à un moment donné, de devenir la personne qu'il doit devenir. Mais ces deux chansons, je me rappelle, qui m'ont beaucoup remué et qui apportaient beaucoup de sens à la jeune ado que j'étais. Un peu rebelle, d'ailleurs, parce que j'avais ce côté, comme je disais que je sentais les choses, je voyais les choses. Du coup, dans la société, je me laissais pas faire. Mais j'étais souvent incomprise parce qu'en plus, j'avais pas les bons comportements pour dire que j'étais pas d'accord. Voilà, ça, c'est les deux chansons qui ont bercé, on va dire, mon adolescence. Et puis derrière, il y avait, quelque part, cette identité de la jeunesse qui était portée par ces deux groupes et qui m'ont beaucoup inspirée. Voilà, dans les chemins que j'ai pris plus tard. Merci pour tout ça. Est-ce que tu as envie est-ce qu'il y aura un message, une ressource que tu aurais envie de donner là, comme ça, aux parents, sachant que on va se revoir, bien sûr, si tu le souhaites, mais que pour conclure, on pourrait donner. Pour conclure, moi, j'aurais envie de dire que aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que toute personne qui peut avoir un sens d'éducateur, au sens parental, enseignant, animateur, s'oriente sur sa propre capacité à gérer ses émotions. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est une base de connaissance de soi qui peut permettre au sein de la société de réussir à construire des visions, des projets qui font davantage sens pour l'humain. Finalement, ce que je me rends compte, c'est qu'on se retranche souvent derrière sa mission, soit moi je suis parent, moi je suis prof, moi je suis éduc ou assistante sociale. Mais finalement, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur le terrain de l'éducation et de la jeunesse sont souvent liées à un manque de connaissance de soi des personnes qui ont pour rôle d'accompagner nos jeunes. En
tant que formatrice, bien souvent, je commence par cette gestion des émotions. Je me rends compte que assez peu de personnes sont claires avec les émotions. Assez peu de personnes sont au courant qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, que les émotions, c'est juste humain et nécessaire. Et qu'après, c'est la manière de gérer, en fait, nos émotions quand elles sont désagréables, en allant travailler sur le besoin qui n'est pas satisfait. Et que quand on travaille à partir de cette base, d'un seul coup, plein de prises de conscience se font. Au niveau des formations ou des accompagnements en changement que je fais, chez les professionnels, c'est quasi systématique. Au bout d'une journée, de se dire finalement, ce que tu es en train d'amener, c'est que déjà, ça passe par moi. Voilà. Donc, j'aurais envie de conclure avec ça, Vanessa. Moi, ça me va très bien. Je suis assez d'accord avec ça, d'ailleurs. Ça commence par nous. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Vanessa, pour ton invitation. À très bientôt. À bientôt, avec plaisir.